Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin Bretagne. Nous sommes ravis de passer cette petite heure en direct avec vous. Alors notre invité d'honneur ce matin, c'est Franck Jacquelin. On peut le dire, il est châtelain entrepreneur. Alors vous verrez tout à l'heure, il a été lauréat des Victoires de la Bretagne 2017 dans la catégorie tourisme. Il nous contera sa passion du patrimoine breton et son idée d'une route des pingouins sous la forme d'un réseau d'hébergement pour dynamiser le Finistère Nord. Au sommaire, également les fameuses bonnes résolutions. Des résolutions à prendre parfois en famille. C'est en tout cas ce que nous dira Gwendoline Brahim. Elle nous donnera quelques astuces pour se faciliter la vie et surtout en profiter tous ensemble. Notre bonne résolution à nous, c'est de continuer à donner un coup de pouce aux Bretons plein de projets. Ce matin, Sophie Glarner du festival Éphémères, le festival qui soutient les artistes bretons émergents. Pour sa 5e édition, le festival Éphémères souhaite s'exporter à Paris et lance un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Nous évoquerons aussi ce matin votre santé, vous le savez bien, comme chaque mardi, et une méthode qui se développe dans les hôpitaux, la réhabilitation précoce ou comment favoriser un retour à domicile rapide après une chirurgie. Eh bien, nous aurons les explications tout à l'heure d'Hélène Belleuil, professeure en anesthésie et réanimation au CHU de Rennes. Enfin, nous parlerons avec Johan Fleuriel du Salon de l'étudiant qui se tiendra à Rennes du 11 au 13 janvier. Sans oublier en fin d'émission, vous le savez, le débriefing de notre très chère comédienne Catherine Bossard, qui sera forcément bien inspirée. Voilà pour le sommaire du jour. Bonjour à tous. Bienvenue à vous. Bonjour Franck Jacquelin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je l'ai dit en introduction, vous êtes le lauréat des Victoires de la Bretagne 2017 dans la catégorie tourisme. Une récompense pour votre investissement dans ce domaine, on l'évoquera tout à l'heure. Vous êtes né à Lille, donc vous êtes ch'ti d'origine, dites donc. Exactement. Mais breton d'adoption, ça c'est certain. Et oui, peut-être très de attaché cœur aussi. Ouais, et de cœur, voilà, très attaché à cette région. Alors nous, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Je vous propose juste de tirer un petit papier qui devrait un peu plus nous éclairer sur ce qui fait votre passion pour notre chère Bretagne. D'où c'est venu tout ça? Canal de Nantes à Brest. Ça a été le déclic? Oui, effectivement, parce que ma femme et moi, nous cherchions à acheter un bâtiment pour en faire un lieu collectif, qui soit plutôt un bâtiment historique des vieilles pierres, puisque dans le Nord, vous savez, il y a des familles très nombreuses, et souvent on se retrouve, et on avait envie, ma femme et moi, de trouver un lieu où tout le monde puisse se retrouver. Et on a cherché dans toute la France. Et puis, entre les deux, on faisait avec nos enfants, tous les ans, un périple à bicyclette, ce que nous appelions un bicycle, en fait. Et le dernier bicycle, c'était celui du canal de Nantes à Brest, où en fait on a découvert, c'était un coup de foudre, parce que quand vous arrivez sur la presqu'île de Crozon, que vous êtes parti par exemple de Pontivy, c'est somptueux. Et en parallèle, un jour, on a vu une annonce dans un journal sur un bâtiment à vendre qui n'était pas en très bon état, à la pointe du Finistère. Et donc on s'est dit, il faut absolument aller voir. Et on est arrivé dans un coin qui était absolument magnifique, à proximité de la mer. Ouais. Et là, c'était le déclic. Alors, vous nous raconterez ça tout à l'heure. On va garder le suspense pour l'instant. Je vous propose qu'on parle des bonnes résolutions. Est-ce que vous en avez pris, vous, en ce début d'année? Oui, faire plus de sport. Bon, alors écoutez, on va voir si c'est celle de Gwendoline Brahim. Elle nous propose, elle, de passer une belle année en famille. Et on la reçoit. Tout de suite, elle va nous donner plein de conseils. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Bon, vous avez pris, vous, des bonnes résolutions? Mais bien sûr. Comme tous les ans, sincérité, qu'on va tenir jusqu'au mois de juin et encore. Non, qu'on va tenir jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, c'est possible. Oui. Alors, vous allez nous donner des conseils pour prendre des bonnes résolutions, mais en famille. Oui, exactement. Et ça, c'est possible. Mais bien sûr. Alors déjà, on peut commencer par mieux consommer. Alors, il y a quelque chose qui est très sympa, c'est d'être locavore, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça permet de faire plein de petites activités en famille comme ça autour de chez soi. On peut par exemple faire de la cueillette. Donc on va chez les maraîchers ou les agriculteurs du coin, des environs qui ouvrent comme ça leurs champs ou leurs vergers avant, pendant ou après la récolte. Et on peut aller en famille cueillir des fruits et des légumes. Donc c'est très sympa et en plus c'est sain et écologique. Tout pour plaire. Voilà, c'est une excellente idée.
Autre chose dans le consommer mieux, c'est les marques françaises de jeux pour enfants, donc qui en ce moment sont vraiment sur le devant de la scène. Et donc il y en a 2 particulièrement. Il y a BioViva, donc ça c'est une marque de jeux pour enfants qui est très axée sur l'écologie, la sauvegarde des espèces animales. Donc on pourrait croire à première vue qu'apprendre à trier, enfin le tri sélectif pour les enfants, c'est peut-être pas très fun, mais en fait si, ils adorent. Et je peux vous assurer qu'après, dans le quotidien, ils deviennent des pros du tri sélectif. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça sent le vécu, ça. Oui, J'ai non, l'impression mais que ça marche très très bien. En ça. plus, c'est une entreprise française et qui ont des super, des super idées et qui développe beaucoup cet aspect écologique, la sauvegarde de la nature et les animaux. Donc en plus, ça apprend des jolies choses à nos enfants. C'est plutôt sympa. Et une autre marque que vous avez peut-être connue enfant, c'est les Mako Moulages. Ah, Mako, bien sûr. Voilà. Bah oui. Et donc depuis 2013, ça y est, la marque a refait surface avec que des acteurs français, donc que ce soit pour le plastique, le plâtre, enfin tout. Et donc on peut retrouver ces fameux moulages qu'on avait quand on était enfant. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent ça fait peur parce que là on se dit on va faire le moulage, il va falloir des heures avant que ça sèche. Enfin les enfants demandent ça tout de suite, mais non, ça sèche en 30 minutes. Et alors ça nous vaut bien 1h30 de tranquillité. Et là de développement d'art créatif pour les enfants, c'est magnifique. Alors justement, vous nous proposez de faire également des activités en famille. Alors, voilà, à l'extérieur de la maison. À l'extérieur. Ce qu'on fait souvent le dimanche, c'est les balades, donc les fameuses balades en famille où il y en a toujours un ou 2 qui traînent les pieds. Eh bien, il y a la solution, c'est le géo-coaching. Le Catching, voilà. Qu'est-ce que c'est le géo-catching? En fait, c'est mélanger cette petite balade du dimanche, on va découvrir un nouvel endroit ou les chemins des douaniers, enfin, qu'importe, mélanger ça avec une chasse au trésor. Donc ça plaît beaucoup aux enfants. Il y a plusieurs niveaux de difficulté et sur le site Trésor de Haute-Bretagne, eh bien, on peut sélectionner comme ça différents endroits, des petits villages qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de visiter. On a Saint-Malo, Vitré, enfin plein de petits endroits comme ça, plus ou moins connus, et on peut faire des petites chasses au trésor. Il y a un niveau de difficulté, on sélectionne ça sur une appli, donc en plus c'est hyper moderne. Donc ça plaît aux enfants, aux petits comme aux grands. Et donc voilà, pour les traînards, ceux qui n'aiment pas trop faire des balades, finalement, ça rend tout de suite ça beaucoup plus ça donne fun. un but, quoi, du coup. Voilà, exactement. Alors en activité à la maison, est-ce que vous avez des suggestions? Dites-nous tout. Alors à la maison, il y a ce livre qu'il faut absolument lire. Libérons la créativité de nos enfants. Mais c'est vrai que parfois on est à court d'inspiration. Oui, et puis ça, Comment on les a occuper, peur. Alors Marie Gervais, dans son livre, elle explique qu'il ne faut pas avoir peur de laisser les enfants exprimer ce potentiel artistique qu'il y a en... Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent refaire tous les murs avec des crayons? Voilà, alors justement, non, parce que ça fait partie du développement de l'enfance, ça leur permet de prendre conscience de l'environnement, c'est très bien, et on peut laisser le petit Picasso qui sommeille en eux s'exprimer sans qu'il y ait des fresques murales sur le salon, c'est possible. Alors elle donne plein d'astuces, donc elle explique déjà pourquoi c'est bien de laisser les enfants s'exprimer, mais alors elle donne des astuces comme par exemple donner un de nos vieux t-shirts pour en faire une blouse, faire des pinceaux soi-même, voilà, avec un peu des bâtons en bois, des morceaux de tissu qu'on accroche comme ça, donc ça fait des pinceaux. Elle donne des astuces pratiques, économiques. Et puis voilà, donc essayer de sortir de l'activité régie où on leur dit tu fais ça, tu prends une gommette, tu colles, les laisser vraiment s'exprimer. Et ce livre est vraiment super pour ça. Alors, un autre livre à nous conseiller peut-être quand on essaye d'éviter l'histoire du soir? Non, alors là, il n'y a plus de prétexte pour l'éviter. C'est celui-ci, donc ça, c'est absolument génial. Super livre à inventer des histoires. Comment ça marche alors? Voilà, alors c'est l'édition Fleurus qui ont fait ça. Donc vous ouvrez le livre et donc vous sélectionnez. Donc par exemple, quand a lieu l'histoire, le personnage principal, donc là par exemple un bébé, voilà, on peut le faire aller dans les égouts. Hop. Le contenu de l'histoire. Le contenu de l'histoire, alors on va choisir un truc, une invention. Et hop, qu'est-ce qu'on peut... Et triste. Ah, donc avec tout ça, toutes ces informations-là, on invente une histoire, donc ça évite... voilà, ça fait des trucs beaucoup plus fun. Et les grands peuvent aussi inventer des histoires, fabuleux, les enfants aussi. C'est créatif, et je vous mets au défi tout cela. Une histoire avec un bébé. 12 millions de possibilités. Donc là, on n'a plus du tout... d'excuses, donc, ça n'est jamais la même histoire. Non, en fait. c'est jamais la même soirs, histoire. Et puis du coup, c'est vachement sympa parce que les enfants peuvent aussi raconter leur propre histoire avec toutes ces petites idées qu'il y a dessus. C'est une très chouette idée. Ça, ouais, ça je trouve ça vraiment génial. Ah, ouais. Allez, dernier conseil, dernière bonne résolution, positiver, parce que c'est vrai que c'est là l'essentiel aussi. Exactement, pour ne pas se mettre la pression et passer une super année loin des petits désagréments du quotidien. Il y a le livre de Valérie Lavallée. Alors elle a vraiment tout compris, devenir une happy family. Donc dedans, elle donne plein de petites astuces pour faciliter le quotidien et vaincre tous les petits bobos et surtout à garder toujours l'esprit positif en famille. Donc c'est vachement très sympa à lire. C'est aussi très simple, c'est plein de petites astuces, des petits conseils comme ça. Donc par exemple, elle dit qu'il faut faire un planning des repas, mettre du vernis à ongles sur le trousseau de clés.
pour ne plus avoir à chercher les clés. Par exemple, mettre du vernis en gros sur la clé de la maison, du vert sur la clé du garage. Même pour les ados, c'est très pratique quand ils commencent à aller au collège. Mettre des points de pistolet à colle sous le pyjama. Vous savez, les petits, ils ont des pyjamas fermés. Oui, Souvent, ils glissent. c'est vrai. Voilà. Et ben, elle dit qu'il faudrait mettre juste 2 petits points de pistolet à colle sous le pyjama. Comme ça fait antidérapant. Non, mais c'est pas bête finalement. Eh ben, dites donc. Voilà, On plein va de pas petites s'ennuyer astuces chez vous comme cette ça, année, hein. comme boire son petit déjeuner à la paille pour éviter de renverser. Enfin, tout ça. Et finalement, je trouve que c'est plutôt sympa pour garder la bonne humeur toute l'année. Merci beaucoup, Gwendoline. Vous avez donné le sourire à Franck Jacquelin, qui l'avait déjà avant, Oui, mais là, plein il a de encore sujets qui plus. me parlent dans ce qu'elle dit. Oui. Des conseils à retenir, donc. Hein. Vous êtes une Happy Family, Franck Jacquelin, parce que c'est un projet que vous avez mené en famille, ce premier projet dans le Finistère Nord, hein, avec votre belle famille. Comment ça s'est passé? Donc, vous racontiez, vous avez eu un coup de cœur pour cette pointe Finistère. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Oui, l'idée donc initiale, c'était de racheter un grand bâtiment et de le faire revivre. C'était en 2000 en fait. Et puis dès la première année, on a ouvert le bâtiment au public. Alors, c'était un peu folklore hein, parce que il y avait 250 bassines sous les toits quand même. Ah, quand même. Oui. Donc, c'est un château, hein? Oui, c'est un château. Le château C'est de un- Kergroadez. Voilà, Kergroadès. Donc c'est un grand château en granit. C'est un peu austère hein, au début, c'est un peu rude quand même. Là, on voit. Là, c'est le château éclairé C'est joli. avec des chandelles. Ouais. Et donc l'idée, c'était de pouvoir proposer à des associations d'organiser des animations sur des sujets très différents, sans se censurer. C'est-à-dire que ça C'est peut un être- lieu que vous vouliez vraiment faire vivre Oui, c'est profondément ça, c'était avec faire un lieu collectif. le tissu associatif. Exactement. Ouais. Donc on a créé tout de suite une première association, une deuxième, une troisième. Il faut savoir qu'il y a à peu près 250 bénévoles qui participent aujourd'hui au projet. Et avec des animations de nature très, très variée. Ça peut être justement pour les enfants un festival des jeux, ça peut être une soirée conte, ça peut être un festival sur la gastronomie. Nous organisons 180 animations dans l'année. Incroyable. Donc c'est Donc c'est effectivement quasiment un jour sur deux, beaucoup. une animation. Et l'idée, en fait, c'était de sortir du schéma de je viens visiter un château pour suivre une visite guidée classique. Moi, je pense qu'il faut complètement décloisonner ça et arriver à faire découvrir aux gens des monuments historiques sous un registre très différent. L'histoire dont Madame parlait juste précédemment, nous, avec des histoires qu'on construit, en fait, nous, on fait des escape games dans le château. Et c'est prétexte à découvrir le lieu de façon plus fun. Ludique, Voilà. évidemment. Donc ça, c'est la jeunesse du projet, en fait. Qu'est-ce qui fait que ça a pris à ce point-là? Est-ce qu'il y a eu une concordance avec Oui. un caractère breton, peut-être? En fait, nous, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on est arrivé, c'était un peu par hasard. J'avais pas de certitude. Et ce qui a été fascinant, c'est que la nature du projet, qui était en fait un projet assez ouvert, assez collectif, a matché avec la mentalité des personnes, en tout cas pour moi, ce que j'en connais à la Pointe-Bretagne. C'est absolument fascinant. Vous prenez un bourg comme le bourg de Brélez, où se trouve Kergroadez, il y a 850 habitants, vous avez 24 associations. Ouais, donc il y Le a bourg un- à côté, vous avez 1800 habitants, 45 associations. C'est fascinant. Donc il y a cette volonté de partager que vous avez saisie finalement. Oui, justement. ça a matché. C'est-à-dire que la première chose que nous ayons faite quand nous sommes arrivés, ça a été d'enlever les barrières, les portes, les chaînes, etc., pour que les gens puissent se promener librement et découvrir le lieu. Et comme il y a des travaux au fur et à mesure, c'est aussi prétexte à se rendre compte de l'évolution de la chose. Donc il y a des gens qui viennent régulièrement. Et quand vous vous promenez, vous faites des rencontres. Et quand vous faites des rencontres, vous déclenchez des idées. Et quand vous déclenchez des idées, là, la boîte de Pandore s'ouvre et vous pouvez faire des tas de choses qui sont passionnantes. Alors justement, la passion, vous l'avez, vous ne vous êtes pas arrêté là, parce que en plus du château, vous avez racheté finalement pas mal de bâtiments en déshérence. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé du coup. En fait, pendant 10 ans, moi, mes activités étaient en région parisienne, donc je faisais l'aller-retour tous les 15 jours. Et pendant 10 ans, on a essayé de bâtir en fait cette idée de projet collectif. Et à un moment donné, ma femme et moi nous sommes dit, mais s'il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et quand vous générez comme ça des énergies et un projet de cette nature, vous ne pouvez pas vous dire ça va s'arrêter tout d'un coup. C'est terrible. Et donc,
on ne voulait pas transformer le lieu en une sorte de relais château, etc. Et par contre, on voulait faire un projet qui soit un peu cohérent. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer un peu d'hébergement autour? Et il y a un thème qui n'existait pas, qui était le concept du gîte d'étape. Vous savez, le gîte d'étape, c'est un endroit, c'est très courant en montagne. Vous allez de lieu en lieu en groupe. Et c'est comme ça que ça a démarré. C'est-à-dire que l'ancienne mairie du bourg était vide. Et on a proposé de la transformer en un gîte d'étape. Ça s'est appelé les Pingouins de la Berre. Et c'est comme ça que ça a démarré. Parce que l'année suivante, le maire du bourg à côté m'a dit « Mais nous, on a une sorte de village vacances dont on ne sait pas très bien quoi faire. » Donc on a proposé de le gérer. Et puis ensuite, juste à côté, il y avait un grand bâtiment qui était vide sur un site extraordinaire, la presqu'île Saint-Laurent, en face du phare du Four. Et moi, j'ai proposé de reprendre la colo, en fait, et de la transformer. C'est devenu un hôtel-restaurant. C'est un 4 étoiles. Un éco-hôtel-restaurant. C'est un éco-hôtel. Donc Locavor, ça me parle aussi. On a fait un grand potager dans le château pour pouvoir fournir les légumes du restaurant. Et effectivement, on a fait un éco-hôtel qu'avec des matériaux naturels. Donc tout est en bois, en lin, en laine, en coton, en verre. Voilà. Ça s'appelle le Château de Sable. Ça s'appelle le Château de Sable. C'est à Porspoder. Ouais. Gardez cette passion comme ça et vos yeux brillants. On va évoquer ensuite la suite de votre projet, celui pour lequel vous avez reçu une récompense donc à la fin de l'année dernière. Votre ambition, Franck Jacquelin, c'est de développer le tourisme dans le Finistère Nord, mais d'une certaine façon, avec une certaine éthique. La personne que l'on va recevoir à présent s'attache, elle, à soutenir les artistes bretons émergents. Elle s'appelle Sophie Glarner et elle est la secrétaire du festival Zéphémère. On la reçoit de ce pas. Bonjour Sophie, même passion que votre voisin de tablé, ça c'est sûr. Bonjour. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce rendez-vous culturel au cœur de l'hiver, que peut-on dire? Zéphémère, c'est un festival musical à la fois destiné au grand public et aux professionnels, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un festival un peu atypique dans le sens qu'il se veut d'une part ouvert au public bien évidemment, mais surtout un outil au service des programmateurs qui vont découvrir dans ce festival les nouveautés de la création de la scène musicale bretonne. Donc les nouvelles formations, une sortie d'album, un nouveau répertoire. Ce ne sont pas forcément des artistes émergents, ça peut être des artistes très connus, mais qui ont une nouvelle proposition à présenter et qui n'a pas encore été vue sur scène. Alors, l'idée, c'est de les aider à se vendre finalement. Voilà, absolument. L'idée, c'est de favoriser la diffusion de cette musique parce que, contrairement aux apparences et aux quelques festivals qui ont lieu l'été, c'est assez compliqué de trouver sa place dans les centres culturels. Donc, on s'est dit qu'il fallait, pour la dynamiser, ça peut être un outil. En tout cas, on essaye, ça fait 5 ans. Ça marche bien. Alors, une autre particularité de ce festival, pour aller chercher les programmateurs qui se déplacent de moins en moins pour des raisons budgétaires, de temps, etc., on va vers eux. Et c'est pour ça qu'on a créé ce festival décentralisé qui se promène en Côte-d'Armor, dans le Finistère, en Ille-et-Vilaine. Et cette année, la nouveauté, c'est donc Paris. Alors, on va l'évoquer tout à l'heure, mais avant ça, justement, avant d'évoquer les nouveautés de cette 5e édition, on va revoir en images et en musique le meilleur du festival de l'année dernière. Absolument. Drömmen med puttren igen. Armar du en all du, armar du. Armar du en all du, armar du.
Et voilà, pour le meilleur du festival 2017, alors vous l'évoquiez à l'instant, la prochaine édition, ce sera un festival itinérant, 4 lieux en Bretagne, Guères, Plérin, Plédran et Rennes. Et la grande nouveauté, c'est que vous lorgnez du côté de la capitale. Alors pourquoi ? Parce que la capitale en France aujourd'hui est un lieu incontournable pour, d'une part, sortir évidemment de la région, parce que l'idée, c'est de ne pas se limiter à toutes ces salles et ces festivals bretons, mais de pouvoir toucher la France, l'Europe et le train faisant que tout arrive à Paris. Le mieux, c'est d'aller à Paris. On a eu cette opportunité de disposer d'une salle, enfin en tout cas de s'associer à une salle, et donc de pouvoir y aller ce 11 février, sur le même modèle que Alors d'ailleurs... oui, c'est ce que je voulais vous demander. Voilà. Est-ce que ce sera pareil, la même programmation ? Ce sera la même programmation. 7 groupes qui ont été choisis dans les nouveautés 2017, qui présenteront en 20 minutes. C'est pour ça qu'on a appelé ça éphémères, parce que ce sont des éphémères de 20 minutes. En 20 minutes, les groupes, en 4 morceaux à peu près, vont présenter l'ambiance, le cœur de leur création, donner... A priori, en 4 morceaux, on a une idée à peu près précise de l'environnement artistique dans lequel ils ont travaillé et qu'est-ce qu'ils veulent démontrer, qu'est-ce qu'ils veulent apporter à cette scène musicale bretonne. Alors ça se passera dans la salle de concert du Pan Piper dans le 11e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms pour nous donner l'eau à la bouche de la programmation? Oui. Alors, par exemple, prenons le Bars avec un nouveau répertoire, le trio Ebrel Le Vassalo avec un nouveau spectacle Potrud. Nous aurons aussi Egon, qui est un Egon, pardon, Egon, qui est avec un nouveau répertoire aussi. Noon, qui est une toute nouvelle formation de 4 cornemuses accompagnées d'un DJ. Barbaloutique, qui reconfigure un petit peu ce qu'elles ont déjà mis en place, puisque le groupe de nouvelles chanteuses ont rejoint la formation. On aura aussi Dour Le Potier avec le nouvel album. Plein de nouveautés, quoi. Voilà, que des nouveautés. Alors, embarquer ces artistes à Paris, ça coûte de l'argent. Et c'est pour ça que vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Quel est votre objectif ? Vous voulez recueillir combien ? C'est pas énorme. On est parti sur 2 500 € qui vont nous permettre de prendre en charge les frais de déplacement, parce que ça représente 4 véhicules, puisqu'on est 35 à se déplacer. En tout, donc entre les techniciens, etc. Les déplacements, les repas et tous les frais annexes, bien évidemment les cachets, puisque chaque artiste est payé pour chacune de ces dates. Voilà. Et la communication spéciale qu'on est obligé de mettre en place pour Paris si on veut que ça ait un peu d'effet et de retombées. Très bien, bah écoutez, l'appel est lancé, donc on retrouve votre page sur la plateforme kengo.bzh. Un petit rappel quand même avant de se quitter avec les dates du festival éphémère, le 20 janvier à Plérin, les 21 et 23 janvier à Rennes, 27 janvier à Plédran et à Guères le soir avec le concert de Gilles Servat, 20h30, et le 11 février donc au Pan Piper à Paris dans le 11e arrondissement. Merci beaucoup Sophie. Je voyais que Franck vous regardait avec beaucoup d'attention. C'est tout à fait le genre de choses qui pourrait avoir lieu au festival de Cargoradès. J'ai comme l'impression de garder contact. Ah oui, tout à fait. À mon avis, ça devrait matcher, comme vous dites. Alors vous avez imaginé, Franck Jacquelin, quelque chose qui s'appelle la route des pingouins. Alors, il n'est pas question de détour sur la banquise, cette fois. Quelle est l'idée de cette route des pingouins pour laquelle vous avez reçu ce prix des Victoires de la Bretagne, catégorie tourisme ? Lorsqu'on a créé les Pingouins de la Berre, en fait, c'était un premier lieu, donc l'ancienne mairie. Et souvent, les personnes nous appelaient en disant, voilà, on vient, nous sommes des randonneurs à la retraite, une quinzaine ou une famille, et nous souhaiterions découvrir la pointe du Finistère. Sauf qu'il est très compliqué de trouver des hébergements juste à la nuitée pour aller de lieu en lieu de façon itinérante. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas démarrer du phare de l'île Vierge ? Parce que tout ça, ce sont des lieux qui sont époustouflant quand même. Le phare de l'île Vierge jusqu'au Conquet, et tous les 15 km de transformer un bâtiment et de pouvoir y accueillir en fait des petits groupes. Alors tous les bâtiments ne vous appartiennent pas, on précise, vous n'êtes pas un maniaque de l'achat immobilier. Je ne suis pas un fou de l'immobilier. C'est simplement, il faut quand même une infrastructure, il faut adapter. Donc on a passé les accords avec des personnes qui avaient déjà des lieux
Ou alors, on en transforme. Par exemple, en ce moment, on est en train de transformer l'école des pêches de Lilia-Plouguerneau, qui était l'endroit où les jeunes apprenaient en fait les techniques de la pêche. C'était un lieu qui était abandonné. On a un gîte, ça va s'appeler les Pingouins du Phare. Et puis, on vient de passer un accord avec la commune de Molène pour pouvoir proposer en fait les refuges de mer. Vous savez, les refuges de mer sont d'anciennes maisons des goémoniers sur le lait d'Aînesse de Molène qui ont été rénovées. Je trouve ça c'est fascinant. Passer une nuit sur le lait d'Aînesse de Molène, quand vous êtes en famille ou avec des amis, c'est juste incroyable. Et vous pareil, faites ça tous les jours, donc après à l'auberge de jeunesse d'Ouessant, par exemple. Voilà, Ouessant. Et ainsi de suite. Il y a 7 étapes. Et je trouvais que c'était rigolo d'appeler ça la route des pingouins, puisqu'on avait démarré sur les pingouins de la Berre. Et il se trouve qu'en plus, il y a des pingouins. Alors, il y a vraiment des pingouins. Il y a vraiment des pingouins. C'est pas une blague. Hein. Ouais. Moi, je pensais que c'était une blague. Mais il y a vraiment des pingouins à Plouguerneau. Ça s'appelle les pingouins torda. Ouais. Bon, Et donc, c'est une espèce qui existe effectivement. Ce ne sont pas des manchots, hein, ce sont des pingouins. Et donc, voilà, c'est pas complètement invraisemblable que ça s'appelle la route des pingouins. Et vous proposez en plus des services associés. Vous dites que pour vous, c'est important de proposer cette offre complète. Oui. Ça signifie quoi, du coup, des services associés? L'idée, c'est de pouvoir proposer un couplage entre l'hébergement, la restauration, il faut que les gens se nourrissent, éventuellement le transport, mais surtout des animations. C'est-à-dire, je pense que ça doit être prétexte pour les personnes à découvrir le coin. Par exemple, vous faites une après-midi sur la découverte des oiseaux migrateurs, ou vous faites une étape où vous allez faire du kayak de mer, ou vous faites, par exemple, un repas aux chandelles dans le château. Vous voyez, des tas de thématiques qui font que vous avez un plus, en fait, sur le circuit. Et vous faites 7 jours, ou 3 jours, ou 2 jours, peu importe, mais vous construisez, en fait, l'ensemble du parcours. Vous proposez aussi le transport de bagages de lieu en lieu. Oui, et puis le transport maritime, parce que si vous allez à Ouessant, il faut prendre... Donc on passe des accords avec plein d'intervenants qui ont envie de participer, en fait, à la conception de ça. C'est une stratégie un petit peu en toile d'araignée, on va dire, quasiment. Enfin, oui, c'est l'idée de faire les choses tous ensemble. Bah, c'est ça. On n'a pas toutes les idées tout seul, c'est impossible. Et il y a énormément de personnes qui disent « mais tiens, on pourrait faire telle chose ou telle autre ». Et finalement, vous arrivez à sortir des thématiques incroyables. Par exemple, vous faites un séminaire. C'est encore une autre catégorie de personnes. Vous faites un séminaire et vous proposez aux personnes de faire un plat sous la motte, qui est quand même une spécialité d'Ouessant. Et puis après, de le manger tous ensemble. Dans un séminaire, c'est quand même pas un truc banal. On sort du team building particulier. Donc je pense qu'il y a plein de choses à inventer. Et c'est créateur d'emplois également, évidemment. Oui. Localement, forcément. Oui. Nous en 5 ans, on est passé de 2 à 50 salariés CDI, sans compter toutes les personnes qu'on fait travailler tout autour. Et l'objectif final, c'est quoi pour vous ? Est-ce qu'il y a quand même un objectif final ? Oui, bien, c'est très clair. Le point de départ, c'est la sauvegarde de Kergouadès et sa rénovation. Oui, le château. Vous imaginez bien que le château, c'est un peu de budget de rénovation. Et le principe, c'est monter une activité économique tout autour qui soit rentable et qui finance les rénovations et de mettre le château dans un fonds de dotation pour que, in fine, ça reste bien un projet collectif. C'est en quelque sorte un projet animé par des privés dans une logique collective. Et moi, je suis convaincu que ça, c'est une voie dans le mode de fonctionnement des décennies à venir. Et donc, je voudrais arriver à façonner ça. Ça prend du temps, hein, mais je pense que c'est faisable. Mais écoutez, on retrouve en tout cas toutes les initiatives sur le site internet laroutedespingouins.fr si on veut en savoir plus. Vous restez avec nous, Franck Jacquelin. On va parler maintenant d'une belle initiative, encore une, localement, qui crée du lien. Ça va vous plaire à tous les trois. Ça s'appelle Onde Positive. C'est à Mélionnec et c'est un reportage de Fabrice Leroy. Il est 6 heures, Mélionnec s'éveille doucement, mais au fournil de l'arbre à pain, Didier s'active déjà. Oh putain, j'ai été bon aujourd'hui. Voilà 20 ans qu'il a démarré son activité de boulanger dans le village, seul au départ avant de la jouer plus collective et d'être présent dans les marchés alentours. Nous, notre modèle économique, il est sur la vente ambulante. Ouais. On est sur un village de 400 habitants.
On aurait pu sans doute y faire une boulangerie avec une personne qui travaille. Nous, on a fait le choix maintenant d'être 7. Donc on a besoin d'aller vendre un peu plus loin. Voilà. Donc on a aussi privilégié la vente directe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce contact avec le consommateur. Les jeunes qui l'ont rejoint dans cette aventure sont venus s'installer avec leur famille, de quoi faire remonter la démographie. Pour s'en convaincre, il suffit d'ouvrir les registres de l'état civil. Avec encore 9 naissances en 2016, l'avenir de l'école est assuré. En 2014-2015, nous étions tombés à un nombre d'enfants aux alentours de 25. Nous étions donc menacés d'une fermeture de classes. Et là, actuellement, nous avons une quarantaine d'enfants qui ont terminé leur année scolaire en juin 2017. Dans ce renouveau de Mélionec, l'association Tifilm a joué un grand rôle. Je peux. Les rencontres du film documentaire créé voilà 10 ans ont mis en lumière le village et c'est désormais tout au long de l'année que des réalisateurs sont accueillis. Pendant 9 semaines cet été, Sarah, une jeune réalisatrice lyonnaise, a pu y monter son film à la Maison des auteurs. Regardez, c'est une erreur de ma part, je le sais très bien. On est à la fois dans une petite bulle parfaite pour s'isoler face au rush, toutes les deux avec Lisa, la monteuse, et à la fois on a du contact avec l'extérieur, ce qui va nous permettre de prendre du recul, sortir de cette autarcie et voir mieux, voir plus clair. Certains réalisateurs ont même décidé d'y vivre, de nouveaux arrivants, davantage d'activités. C'est ouvert. Tout cela a permis à l'épicerie bio Follavoine de pousser ses murs et s'agrandir. On voit les gens arriver et avoir envie de partager avec nous ce quotidien. On a besoin d'eux, on a besoin de ce renouvellement, on a besoin de cet apport permanent de gens nouveaux qui arrivent avec d'autres idées, d'autres façons de faire. Et puis on a aussi besoin de cet ancrage dans le temps, de travailler, de discuter aussi avec les gens qui étaient là avant nous et de comme ça faire village ensemble. Un vivre ensemble qui sonne agréablement aux oreilles des plus anciens. Laissons le mot de la fin à celle qui était sur l'affiche du dernier festival, Marie-Claude, qui pendant plus de 30 ans a tenu un bistrot à Mélionec. Ça vit à Mélionec, ça bouge. Moi, je vois quand je vais quelque part, on me dit « Oh là là, il s'en passe des choses chez toi ». Ben, je dis oui. Oui, ça fait plaisir d'entendre ça quand même. Voilà, encore une belle initiative qui met en avant le vivre ensemble et qui vous parle forcément. Voilà. On va maintenant parler des étudiants et on va recevoir tout de suite Johan Fleuriel, commissaire du Salon de l'étudiant. Bonjour Johan. Bonjour. Alors vous êtes commissaire du Salon de l'étudiant de Rennes qui se tiendra au Parc des Expositions à partir du jeudi 11 janvier et jusqu'à samedi. À qui s'adresse ce salon? Alors on a la réponse mais pas forcément en fait, c'est plus large que ce qu'on croit. Il s'adresse évidemment donc à tous les jeunes qui ont des questions sur leur orientation. Plus globalement de la seconde à Bac+, pour ceux qui voudraient se spécialiser, etc. Et en priorité, tous les jeunes de terminale qui vont passer le bac cette année et qui sont bien évidemment tous concernés par les problématiques d'enseignement supérieur. Donc tous ces jeunes-là, mais aussi les parents, qui représentent pratiquement un tiers du visitorat maintenant d'un salon d'étudiants, qui ont beaucoup de questions aussi à poser, qui ont beaucoup d'angoisse à lever. Donc voilà, on touche tout ce public-là, les jeunes, les accompagnants, les enseignants, les étudiants, etc. Alors ça semble un rendez-vous incontournable finalement pour le futur étudiant. Combien y a-t-il de visiteurs et d'exposants sur cet événement? Alors sur le Salon de Rennes, il y a environ 30 000 visiteurs chaque année, avec une hausse croissante. Et cette année, on attend beaucoup de monde parce que c'est une année un peu particulière. C'est la première fois que les jeunes de l'an 2000 vont passer le bac, donc ils vont arriver sur le salon cette année. Et on sait qu'il y a eu un boom démographique en l'an 2000, donc on l'a vu aussi sur d'autres manifestations qu'il y avait une grosse augmentation de la fréquentation. Et il y a à peu près 300-400 exposants filières qui sont représentés sur la manifestation de tout domaine, de tout secteur d'activité. Alors, quelles sont les filières les plus porteuses d'avenir professionnel aujourd'hui? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous. Vers quoi s'orienter? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Alors, il y a toujours des tendances. Alors, par contre, on veut quand même dire aux gens de faire un peu attention. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas forcément son orientation par rapport à une mode ou par rapport à une tendance. La première question, c'est qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Faire un choix épanoui, ça c'est important. Parce que se dire je vais faire cette filière-là parce qu'il y a de l'emploi en ce moment, ces filières-là, ça ne veut pas forcément dire que ça va nous plaire. Et ça, il y a un risque d'échec qui est plus important quand on fait une filière qui ne nous plaît pas forcément. Donc d'abord, la première question, c'est qu'est-ce que j'aime? Dans quoi je me projette? Confronter son projet à la réalité de l'enseignement supérieur. Et après, évidemment, il y a des tendances. La grande tendance depuis quelques années, c'est le numérique.
qui ne se résume pas aux filières informatiques. Le numérique, c'est partout, c'est dans l'industrie, c'est dans la filière de la santé, etc. Donc il y a une vraie mutation de l'enseignement supérieur vers le numérique. Donc ça, bien évidemment, ça va concerner tous les jeunes. Bien entendu. Alors, lorsqu'on évoque le terme d'étudiant, on imagine tout de suite les études supérieures, IUT, BTS, école de commerce, etc. Quelle place est faite sur le salon à l'apprentissage et aux métiers manuels? Parce que est-ce que c'est trop tard quand on est en terminale pour ces filières-là, finalement? Alors, pas du tout. Alors, l'apprentissage, il y a une vraie volonté et politique et de l'enseignement supérieur de mettre l'apprentissage vraiment au cœur de l'enseignement. Il y a une vraie mutation également vers la voie professionnelle. L'apprentissage, c'est transversal. C'est-à-dire que l'apprentissage, vous pouvez le faire maintenant dans quasiment toutes les filières. Vous pouvez faire un master à l'université par l'apprentissage, vous pouvez faire une école de journalisme par l'apprentissage, vous pouvez faire des études de commerce, des écoles d'ingénieurs. Enfin, voilà, l'apprentissage, il se développe dans quasiment toutes les filières. Donc le côté apprentissage manuel, transmission entre les études et les entreprises, voilà, ce lien-là, il se renforce et on le retrouve à peu près partout. Et bien évidemment, sur le salon sont présentés les métiers manuels, donc les compagnons du devoir. Je ne sais pas si monsieur a peut-être eu l'occasion de travailler avec les compagnons dans le cadre de la rénovation. Les chambres de métiers et de l'artisanat, les CFA de l'éducation nationale sont représentés sur la manifestation. Alors on a le sentiment finalement que les lycéens aujourd'hui sont en manque de vocation presque. Enfin, est-ce que finalement, au-delà des formations, le salon leur permet de découvrir des métiers et qui sait de sortir en ayant eu une révélation? Ça peut sans doute arriver. Alors ça, c'est évidemment ce qu'on espère, c'est qu'ils sortent du salon en disant ça y est, j'ai trouvé absolument ce qui va me plaire. La première chose quand même, c'est dire aux jeunes, alors comme je disais tout à l'heure, d'abord de faire un travail sur soi, prendre le temps. C'est vraiment pas du temps perdu de se poser, de réfléchir à ce que j'aime, quel projet, dans quoi je me vois évoluer plus tard, et également d'être curieux, parce que personne ne peut avoir la prétention de savoir tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'on peut se dire j'aime les métiers de la communication. Dans la communication, il y a des dizaines et des dizaines de métiers différents, de secteurs d'activité différents. Et l'autre chose, c'est qu'il faut être souple, et la curiosité, elle va également continuer plus tard dans l'enseignement supérieur, parce que les jeunes qui rentrent maintenant dans l'enseignement supérieur, ils vont en sortir dans 3, 4, 5 ans. Et d'ici là, le marché de l'emploi aura évolué, il y aura de nouveaux métiers, il y aura de nouvelles formations, il y a un secteur économique qui est toujours en mutation. Donc voilà, il faut être curieux et suivre ses passions, suivre ses envies et s'impliquer de façon heureuse, parce que c'est un moment de la vie où on peut choisir son avenir, donc il faut en profiter, c'est important. Merci beaucoup à vous, Johan Fleuriel. Une petite question peut-être, Gwendoline, en tant que spécialiste jeunesse. Moi, j'en suis pas à l'université, oh là là, pas tout de suite. Non, je trouve ça bien, mais je trouve que les lycéens devraient faire peut-être plus d'immersion dans les universités ou dans les UT, parce que je suis pas certaine que, enfin moi pour être passée par là aussi, on se rende vraiment compte de ce. Enfin, on choisit une filière, mais on ne sait pas vraiment les cours qu'on va avoir, les matières qui vont être étudiées. Et je pense que des immersions à l'université, aux cours fondamentaux, à l'IUT, ce serait vraiment un gros plus. Ça commence à se développer. Alors, les universités sont quand même très moteurs en fait, de l'orientation et l'enseignement supérieur. Ils vont de toute façon être obligés de le faire encore plus avec Parcoursup, avec les prérequis, etc. Donc, ils sont vraiment au cœur de ces problématiques-là. Et certaines universités, alors je ne connais pas toutes les politiques de chaque université par cœur, mais font effectivement des journées d'immersion, ça s'appelle les journées à l'essai dans certaines universités, où les jeunes peuvent passer quelques heures, passer une journée entière pour voir déjà comment se passe un cours en amphi, parce que c'est pas quand on sort d'une classe de terminale, alors se retrouver dans un amphi, c'est pas forcément évident. Donc là, il y a beaucoup d'établissements qui sont très moteurs de ça et qui proposent aux jeunes de passer du temps dans leurs cours. Et ce qui va en parallèle de ça, c'est que notamment sur le salon, mais pas que, les jeunes peuvent rencontrer d'autres jeunes, de rencontrer d'autres étudiants. Et il ne faut pas hésiter, quand on voit un autre étudiant, dire voilà comment se passent les cours au quotidien, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, comment fonctionnent les cours, comment on organise son temps de travail, etc. Là, ça, c'est important, parce que le but, c'est que les jeunes réussissent dans l'enseignement supérieur. Et plus ils sont préparés, et plus ils ont de chances de réussir, effectivement. Merci beaucoup, Johan Fleuriel, de nous avoir éclairé sur ce prochain salon de l'étudiant qui se tiendra donc à Rennes du 11 au 13 janvier au Parc Expo. Comme chaque mardi, on va maintenant parler de notre santé. Ce matin, nous allons évoquer une méthode qui se développe dans les hôpitaux et qui peut susciter l'incompréhension parfois chez certains patients. Il s'agit de la réhabilitation précoce. Alors c'est un mot un petit peu mystérieux, mais cette méthode permet de raccourcir les durées de séjour à l'hôpital en favorisant l'autonomie du patient. Illustration tout de suite du côté d'Angoulême. Je vous laisse découvrir des images qui peuvent parfois heurter la sensibilité des plus jeunes. Tu voudras bien aller afficher les radios, s'il te plaît ? Dans celle-là, je vais les afficher dehors. Oui, d'accord. Vous voulez là ? Non, dehors ça ira, on va y aller. Une opération courante, mais qui fait partie des chirurgies les plus lourdes en orthopédie. Bien. Tu tiens un peu la jambe qui a tendance à tomber, là, il va falloir que j'enlève les ostéophytes aussi. 1h30 dans le bloc pour installer une prothèse de genou.
En apparence, rien de nouveau, si ce n'est que le docteur Mailleux, chef du service, utilise tout un protocole pour une meilleure récupération du patient. Il y a des gens qui ont déjà eu une prothèse de genou de l'autre côté il y a 1 an ou 2. On leur a expliqué que ça allait se passer différemment, que ça allait se passer probablement mieux, qu'ils allaient pouvoir dormir chez eux la veille de l'intervention, rentrer le matin même en ayant bu un jus de pomme 2 heures avant, qu'ils allaient se réveiller assez rapidement. Ah bien, hein? On va se promener? Oui. Allez. 4 heures seulement après la fin de l'intervention, la patiente, parfaitement réveillée, marche sans canne. Je me suis levée dès que j'ai été rentrée dans ma chambre, quasiment. Que l'année dernière, je suis restée 3 jours entiers dans le lit, sans pouvoir bouger, sans pouvoir... Bon, les nausées, je vous dis pas, l'encombrement des voies respiratoires, j'étais pas très bien, quoi. Là, aujourd'hui, c'est... Moi, je suis en forme, là, aujourd'hui. Moins de douleurs, moins de médicaments, une petite révolution dans le milieu médical. Le réseau GRACE, pour Groupe francophone de réhabilitation améliorée après chirurgie, favorise également une sortie plus rapide du patient. On va lui expliquer ce qui va lui arriver exactement, on va lui remettre des documents d'information où tout ce qui lui arrive en ce moment va être très très clairement décrit point par point. Et pour le rassurer au maximum et pour bien lui faire comprendre que ce n'est pas une histoire de réduction de séjour pour gagner des sous, etc. Que c'est vraiment un problème de qualité de la récupération post-opératoire. Ce label, une philosophie mise au point dans les années 90 au Danemark, dans le but de limiter les complications. Le fait de les garder au lit longtemps était une source de complications. Le fait de leur donner de la morphine contre les douleurs était une source de complications, de paralysie du tube digestif, de paralysie des voies urinaires. Le fait de pouvoir faire marcher les gens très rapidement après une intervention en chirurgie orthopédique, mais aussi en chirurgie viscérale ou en chirurgie thoracique, c'est un facteur de réduction des complications. Angoulême est le premier centre hospitalier en France à bénéficier de ce label pour les prothèses de genoux. Une 50aine de patients sont opérés ici chaque année. Et pour aller plus loin sur ce sujet de la réhabilitation précoce, nous recevons tout de suite le professeur Hélène Belleuil, professeure en anesthésie et réanimation au CHU de Rennes. Bonjour professeur Belleuil. Bonjour. Alors précisons que le CHU de Rennes applique le même protocole de réhabilitation précoce que le centre hospitalier d'Angoulême qu'on vient de voir à l'instant dans le reportage. Oui. Cette méthode de récupération est utilisée dans le cadre d'une chirurgie du genou sur ce reportage. Est-ce qu'elle s'applique à tous les types d'opérations ? Oui, enfin, elle peut potentiellement s'appliquer à toutes les chirurgies. Maintenant, il y a des chirurgies sur lesquelles on est plus en avance que d'autres et qui se prêtent mieux. Donc, c'est la chirurgie du genou, comme vous avez vu dans le reportage. Mais c'est aussi, comme il a été dit dans le reportage, la chirurgie digestive, notamment la chirurgie du côlon, la chirurgie thoracique. Voilà, ce sont des chirurgies qui s'y prêtent mieux, mais on peut potentiellement imaginer que toutes les chirurgies, on peut appliquer ce nouveau parcours de soins à toutes les chirurgies potentiellement, y compris les plus lourdes. Oui, c'est ce qui est un progrès immense. La réhabilitation précoce démarre donc avant l'intervention chirurgicale, c'est bien ça? C'est ça. En fait, le principe, c'est de passer du patient qui était passif auparavant au patient qui est acteur de tout son parcours. Et donc, dès qu'il y a une décision chirurgicale qui est prise, le patient va rentrer, évidemment volontairement et avec son accord, dans un parcours où tout va lui être expliqué dès le départ. Et donc, par exemple, au CHU, pour la chirurgie colique, donc il faut que le patient soit volontaire, il faut que toute l'équipe aille dans le même sens. Donc, c'est les chirurgiens, les anesthésistes. Donc, au CHU de Rennes, par exemple, il y a le docteur Desfourneaux qui fait de la chirurgie colique. Et le patient va être vu par le chirurgien qui va lui expliquer son parcours. L'anesthésiste va reprendre le même discours. Et puis aussi, l'infirmière, il va avoir une consultation avec une infirmière avant, à qui il pourra poser toutes les questions que souvent on n'ose pas poser au docteur. Mais là, une infirmière, on peut poser certaines questions qu'on n'ose pas trop poser au médecin. Et l'infirmière va bien lui expliquer tout son parcours, lui montrer le bloc opératoire, lui dire qu'il arrivera le matin même à l'hôpital, qu'il arrivera à pied au bloc opératoire, et lui expliquera tout le parcours jusqu'à la fin, jusqu'au retour à la maison. Et le retour à la maison, ça ne veut pas dire on est laissé tout seul, c'est retour à la maison avec un suivi à la maison et des infirmières qui viennent à la maison. Et on l'a vu, si on procède par étapes, le patient dort la veille de l'intervention chez lui et il n'a même plus besoin d'être à jeun le matin même. Ça, c'est encore une évolution. Effectivement, c'est
c'est l'évolution de la médecine. Hein. Les techniques de chirurgie et d'anesthésie ont évolué. Et aujourd'hui, on sait que finalement, le jeûne prolongé, c'est délétère. Et ça peut provoquer des complications après l'intervention. Et donc, on propose aux patients de ne pas manger solide, mais par contre, on peut boire un jus de pomme notamment, des solutions donc, qui sont sucrées ou des solutions qu'on prend quand on fait du sport, jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Et d'abord, c'est un bénéfice en termes de qualité, parce qu'on se sent mieux quand on a bu quelque chose que quand on est à jeun. Et ça améliore aussi, sur le plan scientifique et médical, on sait que ça améliore les suites opératoires du patient. Alors. Donc effectivement, on dort à la maison et on n'est pas à jeun. Ouais. Alors, est-ce que ça implique également une anesthésie différente? Parce que du coup, on peut imaginer ça? En fait, c'est un peu à l'inverse que les choses se sont passées. C'est l'évolution des techniques de chirurgie et d'anesthésie. On fait que aujourd'hui, on peut proposer ça aux patients. Et effectivement, c'est des techniques d'anesthésie qui sont différentes de ce qu'on pouvait faire il y a 10 ans. Mais les techniques de chirurgie aussi sont différentes de ce qu'on faisait il y a 10 ans. Et donc aujourd'hui, on peut faire des anesthésies avec des médicaments de durée d'action très très courte qui font qu'il n'y a pas d'anesthésie résiduelle. Et quand c'est terminé, on réveille le patient. Et il est comme la dame que vous avez vue du reportage, habillé dans ses vêtements à lui, pas à la chemise d'hôpital. Et il peut marcher dans le couloir. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, on voit 4 heures après son opération, elle est debout. Est-ce que c'est possible pour tous les types d'opérations ou pour tous les types de patients? Parce que quand même, alors, voilà, c'est-à-dire qu'au départ, comme je vous dis d'abord, il faut que le patient soit volontaire. Donc, c'est des patients qui se sentent pas forcément sur ce parcours-là. Par contre, nous, l'expérience qu'on a, c'est tous ceux qui ont testé une fois, sont tous volontaires pour refaire, s'ils ont besoin d'une nouvelle chirurgie, de refaire une deuxième fois. Et c'est vrai, comme je vous ai dit, il y a certains modèles, on appelle ça des modèles, mais des chirurgies qui sont plus faciles, comme la prothèse de genou. Au CHU, les patients, ils marchent dès la salle de réveil. C'est-à-dire la salle de réveil, c'est le lieu où on va juste après le bloc opératoire. Quand le patient est réveillé, un kiné qui vient, dès la salle de réveil, c'est-à-dire que le patient, il est réveillé depuis à peine 1 heure, il marche, il commence à faire ses premiers pas en salle de réveil. Et on commence à s'intéresser à des chirurgies, entre guillemets, dites lourdes, étiquetées lourdes en tout cas dans notre esprit, et qui de plus en plus deviennent de moins en moins lourdes, et à qui on peut proposer ça, notamment par exemple la chirurgie thoracique. Alors, est-ce qu'il y a des patients qui prennent les choses un peu différemment et qui peuvent s'inquiéter d'avoir le sentiment qu'on les met dehors? Parce que vous dites qu'ils sont volontaires, donc normalement, ils ne doivent pas penser ça, mais est-ce que dans l'imaginaire collectif, finalement, c'est un peu ça, on nous pousse vers la sortie? Ça peut tout à fait... c'est ce qu'on essaye d'éviter en faisant tout ce parcours où les patients sont vraiment... on leur explique tout le parcours dès le départ, et donc ce qui joue beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que dans le parcours classique, finalement, un patient ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Il sait qu'il va aller au bloc opératoire, mais il ne sait pas à quoi ça ressemble le bloc opératoire. Il ne sait pas à quel moment il va falloir... Des détails auxquels on ne pense pas, nous, docteurs. Quand est-ce qu'on va être allongé, quand est-ce qu'on aura pu ses vêtements, etc. Là, dans le parcours, il n'y a pas de surprise. Le patient, le bloc opératoire, il l'a vu avant, il lui a montré comment c'était. Il sait comment ce sera la salle de réveil, il sait comment dans sa chambre on va lui redonner ses vêtements, etc. À quelle heure il va manger après, il le sait. Donc tous ces éléments-là ne sont pas des éléments de surprise. Et donc le parcours retour à la maison, c'est pas non plus des éléments de surprise, c'est-à-dire que ça a été tout prévu en amont. Et en fonction de la chirurgie, le suivi n'est pas le même, mais il y a un suivi qui peut impliquer une infirmière à domicile qui vient tous les jours au début, et puis ensuite les visites s'espacent, etc., etc. Et les patients ont aussi un contact, un numéro de téléphone permanent où ils peuvent appeler 24 heures sur 24 à la suite de leur chirurgie. S'il y a la moindre question, le moindre souci, il y a quelqu'un qui leur répond, bien sûr. Et s'il y a un problème, évidemment, on revient à l'hôpital. Mais ça arrive rarement, en fait, qu'il y ait un problème qui nécessite de revenir à l'hôpital. Une méthode donc pleine d'avenir. Merci beaucoup, professeur Belloy, d'être venu merci de votre invitation. Nous expliquer cette réhabilitation précoce. Ça vous impressionne, ça? Incroyable. Oui. Qu'est-ce qui peut freiner? Parce que c'est enthousiasmant ce que vous dites. Quel est le frein pour que ça se développe sur à vitesse grand V? Le frein, c'est en fait, il est très organisationnel, le frein. C'est que, en fait, c'est un changement d'organisation où les personnels de l'hôpital, que ça aille du personnel paramédical aux médecins, aux chirurgiens, aux anesthésistes, faut qu'on change un peu on change notre rôle. Notre rôle change. Et donc, c'est des habitudes c'est des habitudes dont il faut se séparer. Et le rôle d'une aide-soignante dans ce parcours-là va être un peu différent. Le rôle d'une infirmière aussi. Et le rôle du chirurgien et de l'anesthésiste aussi. Et donc, moi, je pense que le plus gros frein, c'est nous, en fait, les docteurs. Parce qu'il faut qu'on change un peu nos habitudes. Voilà. Et voilà, changement d'habitude. On va recevoir tout de suite Catherine Bossard, notre comédienne adorée, qui va nous faire le débriefing de cette émission.
Vous êtes toute en beauté, Catherine. Oui, bonjour. merci. Oh, Bonne année. Bonne année, on ne me voit pas, je suis confondue dans le décor. C'est magnifique. Bonne année et surtout des bonnes résolutions à tous. Bonne résolution, on le sait, bon, par exemple pour vous, Franck, c'était faire plus de sport. Voilà, il y a des résolutions classiques. On l'a vu avec Gwendoline aussi. Moi, je vous présente mon petit générateur de bonnes résolutions, voilà, que j'ai confectionné pendant l'émission, tout simplement. Alors, c'est un prototype. Alors voilà, par exemple, vous avez plusieurs volets qu'on utilise. Donc là, par exemple, faire du sport avec des produits locaux dans un château. Ça peut être une bonne résolution. Mais c'est une bonne idée. Donc, par exemple, faire du sport avec les produits que vous souhaitez aussi. Donc, on a également faire des travaux en jouant du bignou au salon de l'étudiant. On a également faire des travaux avec un pingouin sur la pointe Finistère. Vous voyez, c'est bien ça. L'idée, c'est vraiment d'être dans une résolution novatrice, d'être dans une résolution peut-être qu'on tiendra une fois. Vous voyez, c'est des événements très ponctuels, mais qu'on peut renouveler aussi tout au long de l'année. Donc là, on a également, par exemple, faire des études en réhabilitation précoce à Mélionnec. Voilà, donc c'est totalement possible. Donc, ah oui, ouais, ça c'est peut-être ma préférée, c'est réfléchir à son avenir avec une bouillotte dans son lit. Voilà, je pense que c'est celle que... C'est pas mal. Je vais me tenir à celle-là. Ah bah c'est bien, parfait. Voilà, je vais rester sur... Il faut faire aussi des choses pratiques alors, et puis par exemple, réalisables. les titres du JT ce midi. C'est une bonne résolution Avec aussi. des produits locaux dans un château. Avec des Allez produits hop, locaux. alors je vous donne le Allez-y. défi, c'est parti. Oui. Ce midi, donc, dans les informations présentées par Valérie Chopin, eh bien, nous ferons le point sur la mise en place de la limitation de vitesse à 80 km/h. Voilà, nous découvrirons aussi le parcours du Tour de Bretagne cycliste 2018 et puis la magie. Ah, ça devrait vous plaire. Ah, c'est magique, c'est magnifique. Le Festival international de la magie de Rennes qui fête ses 10 ans et Gérard Souchet sera l'invité du JT ce midi, JT présenté par Valérie Chopin. Merci beaucoup pour ces bonnes résolutions, ma chère Catherine. Demain, ce sera le best-of de 9h50, un best-of spécial musique. Et puis jeudi, nos invités fil rouge, ce seront les humoristes, les chevaliers du fiel. Voilà, merci infiniment à vous d'avoir été à nos côtés durant cette petite heure. Merci Franck Jacquelin, merci Johan, merci professeur Belleuil. On vous souhaite une magnifique journée. À demain, non, à jeudi plutôt.